Bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints et merci pour votre présence à cette troisième conférence Trait d'Union proposée par le groupe OCP. Nous poursuivons donc notre série de réflexions autour des grands enjeux de transition et des nouvelles formes de coopération entre l'Europe et l'Afrique. Alors après un premier cycle consacré à la neutralité carbone et aux enjeux climatiques, nous abordons à partir d'aujourd'hui un nouveau cycle consacré à la transition agricole, à la veille du prochain sommet Union européenne-Union africaine prévu les 17 et 18 février, lequel sommet se tient cette année sous présidence française. Aujourd'hui donc, nous nous intéresserons au sujet de l'agriculture de précision ou de l'agriculture intelligente qui a été identifiée comme un des outils pour atteindre les objectifs de la stratégie européenne du Green Deal et plus précisément à l'agritech ou comment les technologies numériques, la data, l'intelligence artificielle, la robotique, les plateformes communautaires, les logiciels, ajouter à cela la blockchain, les biotechnologies, la génétique animale et végétale et j'en passe, comment peuvent-elles nous permettre de transformer notre modèle agricole, c'est-à-dire de répondre aux nombreux enjeux de ce secteur, à commencer par la problématique nourricière. D'ici la moitié du siècle, nous serons 9 milliards d'humains sur Terre et donc autant de bouches à nourrir. Autre enjeu de taille, prévenir l'adaptation au changement climatique. Sécheresse, gel, incendie et différents aléas sont de plus en plus fréquents. Ils condamnent les récoltes, privant les agriculteurs d'une part de leurs revenus. Et enfin, troisième enjeu impliquant ces technologies numériques, veiller à ce que la transformation agricole se fasse avec le moindre impact environnemental possible. Alors, comment préserver la biodiversité et la qualité de nos terres agricoles? Comment assurer la passation entre les générations d'agriculteurs dans un monde qui se transforme? Quels avantages et quels risques pour l'agritech? Et enfin, enjeu majeur de notre série de webinaires Trait d'Union, comment l'agritech permettrait-elle de rapprocher les continents européens et africains, dont les contextes agricoles sont différents certes, mais qui sont liés par les enjeux climatiques et commerciaux de la transition agricole. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Madame Sarah Savastano, vous êtes directrice de la division recherche et évaluation d'impact au Fonds international de développement agricole, le FIDA. Bonjour. Bonjour. Monsieur Éric Thirouin, vous êtes trésorier de la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles FNSEA. Vous êtes aussi président de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi à Monsieur Faisal Sahbaoui. Vous êtes directeur général de la start-up marocaine AgriEdge. Bonjour. Et enfin, je suis également ravie d'accueillir dans cette table ronde Monsieur David Joulin, cofondateur de la ferme digitale et président de la start-up Équilibre. Bonjour. Merci à nos panélistes d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle au public de plus en plus nombreux à nous suivre qu'il peut commencer à poster ses questions. Nous allons y répondre à la fin de cette discussion. Et je précise aussi que cette vidéo sera retransmise en replay sur la chaîne YouTube de l'OCP. N'hésitez pas à liker et à partager. Nous commençons donc par une première question de contexte avec vous, Monsieur Éric Thirouin de la FNSEA. L'agriculture française et européenne est en pleine mutation avec les nouvelles orientations du Green Deal et de la PAC. Comment voyez-vous ce cheminement vers l'innovation et la big data en agriculture et quels en sont les impacts sur l'activité des agriculteurs? Alors, c'est un sujet vaste. Déjà, il y a 2 points. Il y a le premier point de la PAC, que vous avez soulevé, et le deuxième qui est celui du Green Deal ou Farm to Fork. Sur la PAC, tout d'abord, on a une politique agricole commune qui est réformée tous les 7 ans, voire parfois à mi-parcours. Et là, cette fois-ci, cette nouvelle réforme de la PAC, je pense qu'elle scelle définitivement la notion de subsidiarité laissée à chaque État membre. Et en fait, on va se retrouver en Europe aujourd'hui avec des politiques agricoles communes aussi nombreuses que le nombre d'États membres. Ce qui est un vrai souci, puisqu'en fait, on n'aura plus d'unité et d'homogénéité dans les politiques, mais vraiment des choses qui pourront être très différentes d'un pays à l'autre.
Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que une fois de plus, il va y avoir un renfort des contraintes et des exigences environnementales qui vont donc peser sur les agriculteurs, à la fois en termes de charges et donc d'un point de vue économique. Le deuxième point que vous avez soulevé, qui est à mon avis encore plus important parce que c'est sur la long terme et c'est une trajectoire que la Commission européenne veut impulser, c'est effectivement la politique, la Farm to Fork et le Green Deal. Sur ce point-là, moi je suis très très inquiet puisque dedans il est affiché une volonté de réduire les phytosanitaires, de réduire les engrais, de réduire les surfaces productives. On évoque la surface de 10%. Donc si on réduit de 10% les surfaces productives, je vous fais pas un dessin. Si on réduit la protection et l'alimentation des plantes, je vous fais pas un dessin. Et en même temps, une augmentation de 25% de l'agriculture biologique. Alors, dans ce Green Deal, peu importe s'il y a 25% de consommateurs. Ce qui est demandé, c'est 25% de production en plus. Or, on sait aujourd'hui que le consommateur, en Europe, il est en train de plafonner sa consommation de bio, et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de filières qui sont en déséquilibre, avec plus de production que de consommation, et les cours qui donc tombent, et donc le revenu des agriculteurs. Donc aujourd'hui, on a une politique de Green Deal qui va conduire, il y a une douzaine d'études qui sont sorties désormais, il y en a encore qui sortent, mais elles sont toutes convergentes, il n'y en a aucune qui dit l'inverse, y compris celles qui viennent de la Commission. C'est une réduction de 15 à 30% de la production de céréales à terme. C'est donc une baisse des exportations de blé et d'orge, une augmentation des importations de maïs et de soja, et au final, une hausse des prix pour le consommateur européen, mais évidemment une influence tout aussi importante, puisque les marchés sont mondiaux sur les produits que je vous ai donnés, sur le plan planétaire. Donc en fait, il y a deux risques. Il y a le premier risque qui est sur la sécurité, sur la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, puisqu'on va être de plus en plus dépendant, et un risque de sécurité alimentaire beaucoup plus grave qui est planétaire. Parce qu'à partir du moment où le 5e exportateur de céréales au monde réduit sa production, on voit bien que, vous avez cité tout à l'heure les 9 milliards d'habitants on va avoir sur la planète très vite, comment on fait pour nourrir plus de monde avec moins de production. Et donc ça, je pense que c'est la raison pour laquelle les innovations techniques, l'agritech, qui est le thème de la matinée, va être indispensable. Au-delà du fait que je pense qu'il va falloir remettre plus de pragmatisme, bien évidemment, dans la politique européenne, et on s'y emploie, je pense que il nous faut quand même regarder pour répondre aux exigences de la société qui sont des exigences environnementales de plus en plus prégnantes et qui sont justifiées. On a les sujets de réchauffement climatique qui est justifié, il faut s'en occuper. Sauf que l'agriculture, en fait, c'est pas en la réduisant qu'on va trouver les solutions, mais c'est bien en faisant en sorte qu'elle puisse répondre pleinement à ses capacités. On sait que sur le carbone, c'est la photosynthèse qui est utilisée par les forêts et par les plantes et personne d'autre. Et il n'y a que la photosynthèse qui est capable de capter les gaz à effet de serre. Eh bien, c'est la même chose pour les problématiques phytosanitaires, engrais, tout ce qui est mis sur la table. C'est par l'agritech, c'est par l'innovation, c'est par l'agriculture de précision qu'on arrivera d'une part à réduire l'impact environnemental de l'agriculture et en même temps maintenir, voire développer une production à la hauteur des besoins de la planète et de la nécessité de notre souveraineté alimentaire. Mais pour ça, il faut aussi pouvoir avoir accès aux innovations telles que les NBT, puisque la recherche variétale fait aussi partie des points essentiels pour trouver les solutions à ces demandes, ces injonctions européennes. Voilà. Très bien. Merci à vous, Monsieur Thirouin. Donc, vous soulignez ce paradoxe dans lequel nous allons nous trouver entre cette logique de réduction des intrants versus augmentation de la population. L'agritech comme solution incontournable pour arriver à satisfaire à la fois les demandes de consommation et en même temps pour respecter les nouvelles exigences et les nouvelles contraintes en termes de lutte contre le changement climatique. Je me tourne vers vous, Monsieur Faisal Sahbaoui, DG AgriEdge. D'abord, en quelques mots, si vous pouvez nous présenter votre start-up. Et puis, face aux enjeux de l'agriculture,
quelles sont très concrètement les solutions nouvelles que permettent d'apporter l'agritech aujourd'hui et quelles perspectives à moyen terme? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Nadia pour l'invitation et pour ce webinaire. Donc rapidement, par rapport à AgriEdge, en fait, il s'agit d'une start-up qui est un peu particulière parce qu'elle est née au sein du groupe OCP grâce à un programme intrapreneurial qui a été lancé par le président directeur général du groupe et qui a grandi grâce à la filiale du groupe OCP qui est l'université Mohamed VI Polytechnique, qui a grandi en étant accompagné par ces différents laboratoires, ces différents professeurs pour l'alimenter par la science et la technicité nécessaires pour qu'elle puisse aujourd'hui proposer des services agritech qui sont plus ou moins adaptés avec les contraintes africaines, parce que quand on parle agritech, on parle digital, et digital en Afrique, il y a pas mal de contraintes qu'on rencontre, et donc quand on parle de agritech made in Africa, c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres continents. Donc voilà rapidement ce qu'on fait côté AgriEdge. Par rapport à votre question, donc comme vous le savez, les outils agritech tels que les drones, l'imagerie satellite, les stations météo connectées et les systèmes embarqués, elles permettent d'associer et le numérique et l'agriculture afin de proposer des solutions en constante évolution couvrant tous les éléments de la chaîne de production et la chaîne de valeur de l'agriculture. Ces innovations, ils mettent à la disposition des agriculteurs des conseils précis pour produire mieux, c'est-à-dire produire le plus possible, tout en utilisant le moins de ressources possible, le moins d'intrants possible et le moins de terre ou bien de terrain possible. Parce que, c'est-à-dire pour répondre au challenge que vous avez cité tout à l'heure avec le nombre d'évolution de la population mondiale, en fait, on aura deux contraintes. Donc, il y aura plus de bouches à nourrir d'un côté et il faut qu'on construise plus de maisons. Donc, du coup, on aura moins de terres arables. Donc, aussi, l'innovation, il faut qu'on utilise moins de terres possible pour qu'on puisse produire plus. Donc, par rapport à l'agritech, donc, il vise à optimiser donc les performances d'une exploitation agricole sur le plan technique en maximisant les performances agronomiques et sur le plan économique en optimisant les gains financiers et aussi sur le plan environnemental en limitant les impacts des pratiques agricoles. Donc concrètement, on peut parler de cinq cas, de cinq solutions. Donc pour le premier cas, c'est le cas de la production agricole. Donc l'agritech est présente à tous les niveaux de la production, depuis les préparatifs, pré-installation, des cultures jusqu'à la récolte et la phase post-récolte. Et les outils numériques sont utilisés pour la cartographie des terres, pour le travail du sol, pour le semis de précision, pour le pilotage de l'irrigation, pour le raisonnement de la fertilisation, pour l'entretien des cultures et aussi pour la prédiction de rendement et l'automatisation des récoltes pour certaines cultures. Et la tendance future est de poursuivre le recours à de l'intelligence artificielle afin d'assurer davantage d'automatisation pour le secteur agricole. Le deuxième cas qu'on peut citer, c'est le cas du e-commerce. En effet, donc la commercialisation des produits agricoles est un domaine où le digital a été fortement utilisé au niveau de la traçabilité, au niveau du branding, du marketing et aussi au niveau de la commercialisation proprement dite. Suivante, en attendant que M. Sahbaoui se reconnecte. Alors, je passe vers vous, Monsieur David Joulin. Vous êtes cofondateur de la Ferme Digitale, qui est une pépinière de start-up agricole. Vous êtes vous-même président d'une start-up Équilibre qui conçoit une plateforme numérique visant à faciliter la gestion d'une ferme. La Ferme Digitale a été mandatée par le gouvernement français afin de réfléchir à la structuration de la French Agritech et du Foodtech. Parlez-nous un peu de ce projet et pensez-vous que les innovations des startups agricoles sont transposables à moindre coût aux exploitations traditionnelles? Alors, déjà, il faut savoir que la Ferme Digitale est une association qui a été créée en 2016 avec, à l'époque, relativement peu d'entreprises qui s'étaient lancées dans ces innovations. Et aujourd'hui, en 2022, il y a à peu près
80 startups qui font partie de cette association. Et donc, le mouvement s'est largement étoffé. Puisque, comme le disait Monsieur Thirouin tout à l'heure, il y a un certain nombre de besoins et de solutions à trouver pour relever tous les défis qui ont été cités. Et de ce fait, le gouvernement a décidé d'essayer de soutenir cette dynamique et a demandé à la ferme digitale d'essayer de trouver de nouvelles solutions qui pourraient être mises en place pour répondre à toutes ces problématiques-là. Et donc, en septembre dernier, on s'est attelé à cette tâche-là et pour établir un rapport avec différents axes qui doivent permettre notamment de réussir à produire mieux, de réussir à mieux diffuser l'innovation, à rendre l'innovation accessible à tous les agriculteurs, notamment en termes de prix, mais également en termes de compétences. Donc, on parle également de formation des acteurs, donc à la fois des agriculteurs, mais également de tous les acteurs qui gravitent autour de ce monde agricole, et il y en a quand même beaucoup. Et donc aujourd'hui, le rapport arrive à sa phase de finalisation, on va dire, et on a sorti un certain nombre de solutions. Et comme la majorité des personnes qui sont intervenues dans la réalisation de ce rapport sont plutôt des gens qui travaillent de façon relativement pragmatique, on a essayé d'amener des solutions à la fois simples et réalisables et qui vont pouvoir s'exécuter dans des délais relativement courts, puisque comme vous le savez, le temps nous est compté à la fois pour l'urgence climatique qui est présente, mais également à la fois sur réussir à amener des solutions de stabilité sur des marchés qui sont de plus en plus mouvementés. Donc voilà pour la réponse à votre première question sur le rapport. Et donc ce rapport-là, pour terminer, il sera présenté lors du Salon de l'Agriculture. Donc je vous invite tous à venir au Salon de l'Agriculture sur l'espace innovation, où la ferme digitale va présenter plus d'une centaine d'entreprises innovantes avec différents types de solutions. Et le ministère de l'Agriculture va également présenter ce rapport. Donc voilà pour la première question. Et la deuxième question sur l'histoire de la transposition d'innovation ou de technologie en Afrique. Il y a pas mal d'innovations qui sont transposables. Il y a également des freins, puisque comme vous le savez, les réseaux de communication sont pas tout à fait les mêmes. Mais relativement récemment, ça s'est comblé, puisque en Afrique, le réseau mobile 4G est relativement bien développé. Et donc, il y a de plus en plus de technologies qui sont transposables, qui utilisent soit des capteurs, notamment pour la météo. Donc, on a pas mal de capteurs météo qui fonctionnent très bien dans les pays africains. Il y a également d'autres technologies de plateformes et de solutions numériques qui fonctionnent également correctement. Donc, il y a pas mal de choses. Et il y a un axe relativement important sur lequel nous, on a travaillé pas mal, c'est la capacité à ouvrir des innovations, à les rendre accessibles, notamment par des licences qui peuvent être ouvertes. Donc, on appelle ça l'open source, ce qu'on fait nous chez Équilibre, qui permettent de collaborer de façon ouverte sur tout un tas de projets, sans avoir de barrière à l'entrée au niveau de licences qui bloqueraient l'utilisation d'innovations, et ça rend transposable plein d'innovations relativement facilement. Beaucoup, Monsieur Joulin, pour cet aperçu. D'abord sur le projet de la French Tech. Alors, je rappelle que le Salon de l'Agriculture se tiendra le 26 février à Paris, après un report. Je pense qu'il a été reporté depuis l'année dernière. Donc, nous serons heureux de venir vous visiter lors de ce salon. Vous avez donné un aperçu sur la transposition des innovations dans l'agritech pour le secteur agricole. Et là, en fait, j'aimerais aborder le financement, qui est le nerf de la guerre, comme on dit, avec Madame Sarah Savastano. Le financement de ces solutions agritech pour vous, Madame, est-il acquis? Et comment voyez-vous l'action du FIDA sur ce volet de l'agritech? Merci Nadia, merci aussi pour cette invitation. Et oui, la question est bien compliquée à répondre, parce que c'est seulement récemment
que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, c'est l'ère de l'agritech, et c'est l'ère où les technologies innovantes et l'agriculture digitale qui en sont devenues l'avenir de l'agriculture. L'agriculture a changé, elle a expérimenté une nouvelle révolution. L'agritech donc peut augmenter à la fois les revenus et la productivité des petits exploitants, qui est le problème central du FIDA. Et à partir de données de l'USAID et de la Bill and Melinda Gates Foundation, nous savons que pour ce qui concerne le marketing, les solutions du marketing électronique peuvent augmenter les revenus des petits exploitants jusqu'à 37% et leur productivité jusqu'à 73%. La vulgarisation est aussi importante. Les services de vulgarisation électronique peuvent augmenter la productivité jusqu'à 75%. Le financement de l'agritech peut augmenter les revenus de 18% en moyenne et la productivité aussi augmenter de 25 à 50%. Quelle est la position du FIDA dans le cadre du financement international? Le FIDA a commencé avec le cadre stratégique 2016 à 2025 à reconnaître le fait que les technologies de l'information et de la communication dans la promotion de la sécurité alimentaire et la transformation rurale durable et inclusive sont fondamentales. Donc, c'est bien, il y a moins de 10 ans que le TIC, les technologies et l'information de communication sont devenues extrêmement importantes au point que le FIDA, en 2018, a lancé une stratégie de télécommunication de agritech pour le développement. Cette stratégie, qu'est-ce qu'elle elle concerne? La promotion de l'adoption évolutive des solutions agritech, renforcer les partenariats qui sont dans la chaîne de valeur de l'agritech, améliorer la gestion et le partage des connaissances, renforcer la sensibilisation, les capacités et la leadership interne en matière d'agritech. Clairement, c'est sûr que la COVID-19 a accéléré le besoin et l'utilisation de ces technologies. Donc, le FIDA a lancé un mécanisme de multidonateur de stimulation des pauvres dans les milieux ruraux pour faire face au COVID-19 et pour promouvoir l'utilisation de agritech en agriculture pour combattre ces problèmes. Donc, le FIDA se propose comme un acteur qui peut devenir un leader de file et conseiller les autres pays sur les investissements dans l'agritech pour le développement rural et l'élaboration d'un cadre d'investissement pour évaluer l'impact réel que ces technologies ont sur le développement rural. Donc, en termes de financement privé, le FIDA peut combler 2 lacunes dans le financement des initiatives agritech. Une grande partie de financement actuellement disponible cible la phase d'amorçage des initiatives agritech, tandis que l'échelle et le financement de base font défaut. Donc, il faut intervenir au niveau du financement des services de l'agritech, partagés qui soutiennent les priorités nationales de développement qui est encore limité. Donc, et pour terminer, seulement quelques exemples de projets que le FIDA a financés. Journal électronique des agriculteurs au Népal, service de vulgarisation en ligne, radio, téléphone portable en Tanzanie, marketing en ligne pour les produits agricoles locaux au Maroc sont seulement des exemples de projets que le FIDA a réalisés dans ce cadre. Merci. Merci à vous, Madame Savastano. Vous avez en fait souligné des chiffres très intéressants en termes d'utilité de l'agritech, dont l'augmentation des revenus des agriculteurs d'à peu près 30%, l'incidence de l'agritech sur la vulgarisation, sur la productivité, et puis, vous avez aussi souligné le rôle que peut jouer le FIDA pour combler les manques ou les insuffisances des financements privés, notamment cibler l'amorçage, financer les services de l'agritech avec quelques exemples très intéressants. Merci à vous. Je me tourne maintenant vers Monsieur Thirouin
pour la deuxième partie de notre discussion et pour aborder avec vous le coût économique et énergétique généré par la transformation technologique, qui est un sujet d'actualité. Ce coût économique et énergétique est-il pour vous à la hauteur des attentes vis-à-vis de l'agritech, Monsieur Thirois? Alors, en fait, il y a deux aspects. En termes de coût pour cette dimension-là, il y a un coût en fait qui est assez peu coûteux. Voilà, un certain nombre de parties d'agritech qui coûtent très peu. C'est en fait tout ce qui est prévision météo, ça a été dit tout à l'heure par quelqu'un d'avant. La mesure des pratiques, la saisie des pratiques culturales, même les cartes satellites qui regardent la qualité de l'azote, le besoin des plantes, tout ça en fait c'est très peu cher, c'est quelques euros à l'hectare, voire centaines d'euros hectare. Voilà, ça dépend des sujets, mais centaines d'euros à l'exploitation, je veux dire, ou quelques euros à l'hectare. Pour préciser les doses d'engrais, pour appliquer avec précision les différents produits phytosanitaires qu'on peut faire, voire pour ajuster l'irrigation. Et on voit bien que quand on a des outils d'aide à la décision pour ajuster l'irrigation, connecté avec une station météo, connecté avec un pilotage sur smartphone d'une rampe d'irrigation ou de la station de pompage, on voit que là aussi on fait des économies financières. Et donc, en fait, c'est des coûts qui sont peu élevés et qui peuvent rapporter gros. On pourrait avoir cette expression-là. Après, de l'autre côté, il y a d'autres coûts qui sont extrêmement élevés. C'est les coûts, par exemple, sur la recherche variétale, sur les NBT, même sans les NBT, sur les semences, tout court, où on sait que par rapport au réchauffement climatique, par rapport à tout ça, il est indispensable d'investir. Et là, on parle en millions d'euros. C'est des projets en millions d'euros. Donc, c'est forcément des projets collectifs avec des aides publiques et des investissements qui doivent être faits vraiment de façon importante et de façon massive. Ensuite, on a aussi, entre deux, je dirais les investissements au niveau des exploitations agricoles, où on a quand même des investissements assez importants. Je parle par exemple du matériel embarqué. Quand on veut avoir un pulvérisateur qui fonctionne avec le GPS, avec des coupures de tronçons, voire bientôt des caméras qui vont reconnaître les mauvaises herbes pour pouvoir traiter uniquement la mauvaise herbe et non pas la totalité du champ. On voit très clairement qu'on peut répondre à ce que je disais tout à l'heure sur le Green Deal, donc réduction d'usage des produits phytosanitaires, mais là c'est en dizaines de milliers d'euros et effectivement chaque exploitant agricole n'auront pas la capacité d'investir. Et donc là aussi, il y a besoin d'avoir des aides d'État, des investissements qui puissent être faits. On voit aux Pays-Bas, on voit en Allemagne des annonces en milliards d'euros qui ont été annoncées pour les agriculteurs pour accompagner ces évolutions de ces exploitations. Je pense qu'effectivement, ça c'est un enjeu important. Si on veut relever les échéances, les exigences qui nous sont faites, il va falloir qu'on puisse avoir sur cet aspect-là des investissements massifs. Donc, moi je dirais que l'agritech, si on nous laisse la développer, sera certainement à la hauteur de nos attentes, car elle seule peut permettre cette double performance et économique et environnementale, elle seule nous permettra de maintenir, voire d'augmenter la production, en gardant notre liberté d'entrepreneur, et donc elle seule nous permettra non seulement de financer les investissements, mais également de dégager un revenu, enfin bref, de vivre dignement de notre métier et de répondre à l'ensemble des exigences. Monsieur Thiroin, sur cette précision sur les incidences de l'agritech, sur la vie de l'agriculteur dont on connaît la situation précaire de plus en plus, vous avez souligné un point important sur les investissements massifs des États comme apport ou en tout cas comme soutien. Il faut des aides de l'État pour permettre de réaliser les exigences des nouvelles stratégies européennes et puis surtout si on veut relever ces échéances à temps, parce que les délais sont quand même assez courts. Je reviens vers vous, Madame Savastano. Pardon ? Une transition nécessite un mouvement collectif. Voilà. Et c'est vraiment ça le message. Et pour réussir, il faut faire ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Madame Savastano, là, on aborde un autre sujet. C'est la fracture numérique entre les deux continents.
Selon vous, ne risque-t-elle pas de faire de l'agritech un accélérateur de l'écart entre les deux rives de la Méditerranée? Eh bien, merci cette question. Je voudrais bien dire qu'elle est peut-être fondamentale, parce que comme vous avez dit au début, nous sommes à peu près 9 milliards nous serons 9 milliards de personnes, mais imaginez-vous que en 2015, seulement 1 milliard de personnes avaient accès à Internet avec un téléphone mobile. Et entre cela, beaucoup, c'était la première fois. En 2019, près de la moitié de la population mondiale utilise Internet. Mais malgré ce chiffre de 2015 à 2019, multiplié par 4, malgré cette croissance, seulement 51% de la population n'utilise pas toujours Internet mobile, soit en raison d'un manque de couverture ou bien d'obstacles qui sont certaines fois dus par le manque de sensibilisation, abordabilité ou manque d'alphabétisation et de compétences numériques. Ça, ce sont les majeures contraintes au développement de l'infrastructure pour les technologies numériques. Donc, cette distance se renforce encore plus dans le secteur rural. Mais vous ne devez pas penser que c'est seulement un problème de pays, de continent, de région, un problème d'économie. C'est vraiment, prenez par exemple une étude qui a été faite en Australie. Vous savez très bien que l'Australie, en tant que développement agricole, est sûrement un exemple. Eh bien, en Australie, pensez bien que en Australie, un projet de recherche Accelerating Precision Agriculture to Decision, accélérer l'agriculture de précision pour les décisions, a révélé que les producteurs australiens ne sont pas toujours clairs sur la valeur ou les méthodes de mise en œuvre de systèmes agritech. Pour simplifier, ils ne savent pas si les technologies agritech sont importantes pour l'agriculture. Donc, c'est un problème de vulgarisation, de faire connaître l'importance de ces technologies pour l'agriculture, mais c'est aussi un problème d'affordabilité, de donner les financements nécessaires à la population et à la population plus pauvre d'accéder à ce type de technologie. Qu'est-ce que le FIDA a fait? Le FIDA, le FIDA s'est concentré sur la provision des services, comme j'ai dit durant la première intervention. Mais ce que nous faisons, nous utilisons le partenariat, nous travaillons avec d'autres donateurs pour, par exemple, mettre ensemble l'infrastructure de base, c'est-à-dire l'accès, c'est-à-dire les routes, donc pour augmenter l'accès au marché, avec le financement aussi de services digital d'agritech pour pouvoir donner l'opportunité aux petits exploitants non seulement d'accéder à la technologie agritech, mais aussi à l'infrastructure pour transporter les biens et services au marché. Merci. Merci beaucoup, Madame Savastano. Vous soulevez la question des infrastructures très importantes pour la mise en place de l'agritech, évidemment. Deux points importants. La sensibilisation à l'agritech, sinon ça ne sert à rien de produire autant de nouvelles technologies si les agriculteurs ne savent pas comment les utiliser. Et la connectivité, très très important, encore plus pour le cas de l'Afrique, on le sait très bien. Nous avons maintenant un autre point qui est un peu connecté aussi à ce qu'on vient de dire et que j'aimerais poser à Monsieur David Joulin. L'agritech, comme vous savez, pose aussi des questions d'éthique liées à la protection de la donnée agricole, qui est une source d'information précieuse. Quel garde-fou pour protéger la data collectée, que ce soit celle des agriculteurs ou des États? C'est une bonne question. Alors, comme vous savez, il y a à peu près 2 ans, dans l'Union européenne, il y a eu une modification réglementaire concernant le RGPD, donc la capacité à utiliser et protéger les données personnelles.
Donc ça, c'est un premier point. Et dans le monde agricole, il y a eu des initiatives qui ont été mises en place, notamment en lien avec la FNSEA aussi, qui s'appelle AgData. Donc en fait, c'était une démarche qui visait à labelliser en fait un certain nombre d'entreprises pour garantir que les données utilisées ou collectées auprès des exploitations agricoles respectaient un certain nombre de règles, hein, notamment ne pas transiter sans l'autorisation de l'agriculteur. Enfin, je vous passe, il y a une dizaine de pages comme ça. Donc, Équilibre a été labellisé, a été la première entreprise labellisée là-dedans. Et en fait, les garde-fous, le premier garde-fou, il est juridique, c'est-à-dire l'engagement des entreprises dans ce qu'on appelle leurs conditions générales d'utilisation et leurs conditions générales de vente sur leur service. Donc, ça peut être du matériel, mais ça peut être également des logiciels, puisqu'il y a également du matériel qui va collecter des données. Hein. Quand on parle de stations météo, de boîtiers connectés, d'équipements connectés, il y a pas mal de données qui transitent. Vous avez peut-être entendu parler du scandale aux États-Unis sur des tracteurs John Deere et autres, où en fait il y avait tout un tas de données qui transitaient sans que les agriculteurs en aient connaissance, et il y avait des opérations comme ça qui se faisaient un petit peu derrière leur dos, et notamment l'incapacité pour eux d'aller réparer une panne, puisque les données, ils n'y avaient pas accès, et c'est le fabricant qui avait accès. Donc ça, c'est un exemple de choses à essayer de corriger dans l'avenir. Et donc, premier garde-fou, donc le garde-fou réglementaire, hein, c'est-à-dire le fournisseur de services s'engage à dire, je vais respecter tout un tas de contraintes, je ne vais pas transférer les données, je ne vais pas revendre vos données, etc., etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aujourd'hui, c'est qu'on a des technologies qui permettent d'avoir des garde-fous, non pas déclaratifs et réglementaires, mais des garde-fous physiques qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les données. Un des garde-fous physiques qui existe aujourd'hui s'appelle la blockchain. Donc ça permet notamment, à chaque fois qu'il y a des échanges de données, de sécuriser ces données, hein, un peu avec comme une clé. En fait, finalement, on a une clé avec une serrure, on met un tour de clé, la donnée part, et puis tant qu'on n'a pas la clé, on ne peut rien faire. Et donc, on va échanger comme ça des consentements ou des autorisations entre des machines qui collectent des données et des gens qui doivent avoir accès à ces données-là. Ce qui est aujourd'hui encore mal défini dans la réglementation, ou ce que les gens savent peut-être pas assez, c'est que sur une plateforme, le propriétaire de la donnée, c'est le propriétaire de la base de données. Et c'est pas forcément le client. Voilà. Et donc, ça, c'est un élément un peu fondamental, c'est-à-dire que la personne qui va stocker des données dans un système qu'on appelle un serveur de base de données et une ou plusieurs bases de données, va être propriétaire de ces données. Et donc, exemple simple, vous achetez un tracteur d'une marque, n'importe quelle marque, il y a des capteurs sur ce tracteur pour faire de la maintenance, les données s'en vont quelque part, et le propriétaire de la donnée, c'est la personne qui va les réceptionner et les stocker. Et donc, le garde-fou physique, c'est déjà de clarifier les éléments de où est-ce qu'on stocke les données, qui les stocke, et de pouvoir vulgariser, encore une fois, voilà, cette information-là et ces technologies-là auprès des agriculteurs qui vont acheter en fait des machines connectées ou qui vont acheter des services en ligne pour pouvoir avoir conscience pleinement de ce qui se passe quand on adhère à un service ou quand on achète du matériel agricole ou des capteurs ou autre. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Sur le sujet de l'éthique et donc de la protection de la data, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais le temps nous presse. Je passe tout de suite la parole au public. Nous n'avons pas pu récupérer malheureusement M. Faisal Sahbaoui, qui a eu un problème de connexion. Et je fais défiler. Alors, on a reçu beaucoup de questions. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes pour les poser à nos intervenants. Et je commencerai peut-être par vous, Madame Savastano. L'agritech risque d'accentuer la déchirure entre les grandes exploitations
agricoles et les petits agriculteurs qui vivent dans une précarité grandissante en Europe, encore plus en Afrique, pourquoi ne pas rendre ces solutions gratuites ou financées par des tiers, de telle sorte à ce qu'elles soient gratuites pour le fermier? Madame Savastano? Vous voyez, la solution de... Merci, premièrement, merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement intéressante. Vous voyez, le problème quand il y a un problème de financement, la solution quand il y a un problème de financement, c'est il faut subventionner. Mais c'est vrai. Mais on peut le faire, mais on peut le faire dans le moyen terme, parce qu'il faut assurer la soutenabilité de cet investissement. Donc, bien sûr, une solution, c'est pouvoir subventionner ces coûts dans un premier moment. Mais après, comment faire? Quels sont les investissements qu'il faut faire pour assurer que le prix soit soutenable de long péri? Il faut investir dans la qualité. Et ça, c'est le secret pour les petites exploitations. L'investissement dans la qualité rend les petits agriculteurs, les petits exploitants beaucoup plus productifs que les grands. Parce que la grande distribution ne peut pas, si vous le voyez, le développement de l'agriculture et le développement du concept de experience economy, l'expérience acheter des biens de consommation même pour vivre l'expérience. Vous voyez, c'est un concept qui est présent pas seulement en Europe, mais aussi en Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Afrique, surtout même dans d'autres secteurs, pensez à manufacture, pensez au tissu, l'exportation de tous ces produits qui sont typiques africains. C'est là où il faut investir. Il faut investir dans la qualité et dans la provenance du produit pour faire élever le pays, non seulement pour la localisation géographique, mais même pour l'ensemble de toute la culture. Et la culture, c'est aussi l'agriculture, les produits de l'agriculture. C'est ça ce qui rend le petit exploitant plus productif de la grande distribution. Merci. Très bien, merci beaucoup, Madame Savastano. J'ai une autre question, ou plutôt une crainte pour vous, Monsieur Thirouin. Une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage de l'agritech, ne risque-t-on pas d'en être complètement dépendant? Le fait que les humains délèguent la connaissance de leurs terres agricoles à des machines rappelle la période de la mécanisation en Europe et comment les agriculteurs se sont trouvés étranglés par le prix des machines. L'agritech n'est-elle pas la nouvelle drogue du monde agricole? Oui, voilà, c'est une crainte, je pense, beaucoup plus qu'une question. Monsieur Thirouin? Peut-être qu'effectivement, certains ont cette crainte-là, mais moi, j'ai pas envie de cultiver mes hectares de blé avec une binette et j'ai pas envie de moissonner mes champs de blé sans moissonneuse-batteuse. Donc, certains appelleront ça une drogue. Moi, j'appelle ça un progrès technique. Je pense que les conditions agricoles aujourd'hui sont bien meilleures qu'avant le machinisme. Bien évidemment, ces transitions, et je l'ai dit tout à l'heure, ne se font pas sans difficulté. Effectivement, il y a un problème d'investissement, et c'est quand j'ai repris la parole sur vos derniers propos tout à l'heure en disant une transition nécessite un investissement, je pense que ça, c'est fondamental. Si on oblige les gens à coup d'incantation à changer sans accompagnement, là, effectivement, ça devient quelque chose de nocif. Par contre, s'il y a un engagement collectif général de dire on a un problème aujourd'hui qui est le réchauffement climatique, on a un problème qui est la santé, et en même temps, on a un problème, c'est d'alimenter, de nourrir la planète qui est en train d'augmenter son nombre d'habitants, eh bien, dans ce cas-là, il peut y avoir un accompagnement et le progrès, la technologie peut répondre à tous ces problèmes-là. Sans ça, effectivement, ça peut être une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut lier les deux, à la fois le progrès technique et les investissements accompagnés par tous et pas uniquement par les simples agriculteurs. Ça, je suis bien d'accord. Très bien. Dernière question pour vous, Monsieur Joulin. Décidément, votre intervention sur la protection des données fait réagir. Comment garantir que les données d'une exploitation n'atterrissent pas chez les GAFAM et soient utilisées dans la grande machine de la surveillance? Et il y a une autre question aussi, je me permets de l'adjoindre, comme ça vous faites une réponse combinée. Pourquoi n'y a-t-il pas encore de licorne française dans l'agritech?
Voilà, 1 milliard de dollars de valorisation. On n'est pas encore arrivé dans cette branche d'agritech. Monsieur Joulin? Oui, alors je vais essayer de répondre aux deux. Donc, comment garantir que les données n'atterrissent pas chez les GAFAM? Déjà, il faut avoir connaissance de un petit peu comment circulent les données. Donc, par exemple, le concept de base qu'il faut retenir. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Donc ça, c'est un concept de base qu'il faut se répéter quand même. C'est que tous les services digitaux qui sont gratuits, forcément, ils retirent une valeur des données que vous allez leur rapporter. D'accord? Donc, aller sur Google, etc., c'est gratuit parce que ils utilisent vos données pour faire tourner leur modèle économique. D'accord? C'est normal. C'est noté, sauf que personne ne lit les 150 pages de conditions générales d'utilisation avant de se créer un compte chez Google. Ok? Mais c'est légal. Il faut juste se renseigner. Donc, il faut avant tout bien se renseigner sur quels services on s'inscrit, ce qu'on achète. Et c'est ça la meilleure des garanties pour éviter d'avoir ces données qui se retrouvent là où on ne voudrait pas qu'elles se retrouvent. Ok? Donc finalement, c'est une problématique d'éducation. Et pour la deuxième réponse, pourquoi il n'y a pas de licorne encore en France? Alors il y en a bientôt qui arrivent parce qu'il y a un certain nombre de startups qui sont dans le Next 40, notamment Insect, Agriconomy, pour ne citer que, qui arrivent à ce niveau-là. Mais il faut savoir que le monde agricole, c'est un monde à inertie importante. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs prennent des décisions de campagne à campagne la plupart du temps. Ils vont pas aller s'amuser à changer des choses alors qu'ils sont en période de cycle de production. Ils vont faire des choix de septembre à septembre, par exemple. Donc, c'est une inertie relativement longue parce que c'est un métier qui est compliqué. Il y a la météo, il y a plein de choses complexes à gérer. Et donc, on peut pas se permettre de prendre des risques en permanence. Et dans le rapport de la French Agritech, on a amené justement des solutions pour lever ces freins-là et développer mieux et mieux faire circuler l'innovation au sein des exploitations agricoles. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Très bien. Bah, écoutez, je lisais ce matin même un article sur Insect et on est content de voir qu'il va y avoir une annonce prochainement. Donc voilà, le suspense est maintenu. Je retiens votre phrase sur « si c'est gratuit, c'est vous le produit » en répondant à la question sur le monde de la surveillance, thème d'actualité pour notre période. Le temps nous presse, Madame, Messieurs, le débat a été très intéressant. Merci pour vos interventions. Et la réunion donc touche à sa fin. Nous avons abordé plein de questions très intéressantes et très passionnantes sur l'agritech. Nous allons revenir sur plusieurs axes dans nos prochains webinaires soulevés dans ce débat. Et je remercie aussi les participants qui ont été nombreux à nous suivre dans ce webinaire sur l'agritech sous le regard croisé d'intervenants européens africains. Monsieur Sehbaoui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence Trait d'Union au mois de mars où nous aurons le plaisir de débattre autour du sujet de la place de la femme dans le secteur agricole, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Soyez nombreux à nous suivre. Merci pour votre participation et à très bientôt.